Nous venons de conduire à son terme une année scolaire pleine et entière, studieuse et particulièrement portée à maintenir la bonne entente avec tous les acteurs. Sur le plan national, 121 827 candidats sont inscrits, dont 59 327 filles, soit un pourcentage de 48,70%, et 62 500 garçons, soit un pourcentage de 51,30%, contre un total de 119 746 candidats l'année dernière. Je me réjouis particulièrement que dans notre pays, l'effectif des filles en classe de 3e avoisine celui des garçons. Le gouvernement s'en félicite et par ma voix salue les actions menées par tous les acteurs à divers niveaux pour garantir le maintien en scolarité de nos jeunes filles. De même, je voudrais au nom du gouvernement rassurer la nation toute entière que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que les compositions se déroulent dans de meilleures conditions. Quant à vous, chers parents d'élèves, je voudrais vous exhorter à davantage de soins et d'attention à l'endroit de nos enfants candidats afin de les prémunir de la peur, du stress et des maladies, surtout par ces temps de forte pluie. Il faut aussi veiller soigneusement à ranger la carte d'identité scolaire en cours de validité pour les candidats élèves et la carte d'identité scolaire pour les autres. Enfin, veillez à ce qu'ils soient dans le centre de composition tôt le matin, en tout cas avant 7 heures. Au chef centre, surveillants de salle, superviseurs et autres agents impliqués dans l'organisation de cet examen, j'en appelle à votre conscience professionnelle afin qu'il n'y ait aucun désagrément pouvant entacher la crédibilité de l'examen. Je souhaite bon courage et bonne chance à tous nos candidats. Dès que la décision a été prise du côté du Nigeria, la réaction des autorités gouvernementales ici, ça a été tout de suite d'aller discuter avec les opérateurs du secteur des hydrocarbures afin qu'ils tiennent compte de cette situation nouvelle au Nigeria pour commencer à faire un peu plus de stock afin de satisfaire le marché parce qu'on est convaincu que tant que les prix du paillot, on en parle parce qu'il est devenu une pratique sociétale chez nous, et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc, on fait avec. C'est pour ça qu'officiellement, on peut en parler. Donc, tant que les prix du paillot seront supérieurs à ceux de la station, évidemment, l'agent économique viendra vers la station. Donc, notre politique, c'est de faire en sorte que si même 100% des consommateurs venaient à se rabattre sur les stations, que le produit soit disponible et accessible pour eux. Et c'est aussi ça qui montre que nous avons été toujours dans l'anticipation depuis un certain temps. Chacun peut observer combien dans notre pays, les stations-service se sont multipliées à travers nos grandes villes comme à l'intérieur des communes. Il n'y en a pas encore partout comme nous le souhaitons, mais la dynamique est enclenchée et c'est pour tenir compte de l'évolution du marché, des besoins à satisfaire que nous avons encouragé cette politique et que nombre d'opérateurs du secteur ont commencé à diversifier leurs zones d'implantation. C'est aussi ça qui a fait que les anciennes stations-service, par exemple, de la Sonacop, ont été cédées à des privés. Vous les connaissez, ils sont au moins 3 sur le marché qui ont pris par lot et qui sont en train de les réhabiliter au fur et à mesure. Certaines sont achevées et fonctionnelles, d'autres sont encore en cours à l'intérieur du pays comme dans nos villes. C'est donc une conjoncture que nous essayons de maîtriser du mieux que nous pouvons. Elle va certainement durer quelque temps, histoire que les uns et les autres s'ajustent et s'adaptent convenablement. Mais dans tous les cas, la ministre de l'Industrie et du Commerce et ses équipes, ayant reçu les instructions du gouvernement, sont à pied d'œuvre avec les acteurs pour que les consommateurs béninois n'aient pas plus de difficultés que ce que nous connaissons déjà. Et nous espérons que les actions qui seront mises en œuvre par ces opérateurs permettront de venir
très tôt à bout de cette situation. Et s'il y a des facilitations que l'État pourrait leur faire pour favoriser la réalisation de cet objectif, je peux vous assurer que le gouvernement ne ferait pas économie de ces facilitations. Voilà, donc j'ai voulu globaliser les préoccupations sur l'essence pour que nous soyons au même niveau d'information et que chacun sache exactement ce qu'il se passe dans ce secteur du fait de la décision prise par les autorités nigérianes. Et nous n'avons pas de commentaires sur la décision prise par les autorités nigérianes parce que c'est un acte de souveraineté que ces autorités ont posé et il ne nous appartient pas de le commenter. Ce que nous avons à faire, c'est tenir compte de cet état de fait nouveau, de nous ajuster et de nous organiser en conséquence pour que la dynamique de développement qui s'observe chez nous depuis quelque temps maintenant ne subisse pas le contre-coup d'une telle décision. Face aux attaques djihadistes au Bénin, le gouvernement prend de fermes mesures. Renforcement du personnel militaire, déploiement sécuritaire avec des armes et équipements de pointe et formation de haut niveau. Les résultats sont tangibles. Ils ont arrosé ici. On a eu ce jour-là un mort, 2 blessés. C'était le 22 décembre 2021. C'était la deuxième attaque après celle de Porga. Ce jour-là, aux environs de 17h, pendant que nos éléments s'affairaient à organiser leur dispositif, ils ont été attaqués par surprise. Le couloir qui sépare, disons, 2 chambres, les balles ont pu traverser une chambre, traverser le couloir et rentrer dans les autres chambres. Voilà. Et ils étaient très bien armés. Et ça n'a pas empêché nos hommes de défendre la position. La riposte a été vraiment féroce. De leur côté, nous avons pu récupérer un cadavre du côté ennemi avec un grand sac à dos rempli de médicaments, d'antibiotiques, de seringues, de sérum. Ils ont certainement pris des dispositions pour qu'après l'attaque, ils puissent soigner leurs blessés. Lui, il est tombé. Les autres avec, évidemment. Face à ceux-là, il faut vraiment faire attention. Et depuis lors, nous avons amélioré les choses, nous avons mieux organisé la position et nous n'avons plus eu d'attaque. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne rôdent pas, ils rôdent. Nous savons qu'ils rôdent. Nous avons les renseignements, nous tendons des embuscades et nous avons des résultats. Vous voyez cette poche qu'on appelle Koro-Koualou, 68 km², que je qualifierais de litigieuse entre le Bénin et le Burkina Faso. Étant donné qu'il n'y a plus de présence de forces de défense et de sécurité du Burkina, donc cette zone est devenue un boulevard. Et les terroristes en ont profité, commençaient par développer des trafics ici. On commençait par s'infiltrer à partir de cette position vers les villages du Bénin pour poser des actes de terrorisme, poser des IED, attaquer nos positions, attaquer des villageois. Mais depuis que vous êtes installé? Considérablement réduit. On n'a plus eu de ces genres d'infiltration. Et toutes ces infiltrations qui sont remarquées sont immédiatement réprimées parce que nous sommes présents. Les jours qu'ils ont dit de quitter là, c'est les jours là que les militaires sont venus. C'est les jours de marcher, comme c'est à l'heure là qu'ils venaient ici. Moi je suis béninoise, les autres sont burkinabés. Donc c'est un mélange. C'est un mélange. Étant donné que Koualou représentait une source de ravitaillement pour ces groupes armés terroristes, il se faisait que essentiellement durant les jours de marché, ces groupes armés terroristes là venaient dans le marché et terrorisaient la population. Cela est vrai. Et depuis que vous êtes là? Depuis que nous sommes là, nous ne les avons plus vus. Merci beaucoup. Merci à vous. Le gouvernement béninois exhorte les populations à l'impératif de collaborer avec les élus locaux et les forces de défense et de sécurité. Elles sont appelées à partager les informations dont elles disposent pour aider à enrayer le problème terroriste dans le pays. La saline de Kalala dans le nord-est du Niger était autrefois une étape incontournable des routes caravinières. Aujourd'hui, dans cette région désertique en proie aux bandes armées, les creuseurs, mais aussi les commerçants, luttent pour survivre. La traversée du désert étant de plus en plus risquée, le sel de Kalala, prisé pour sa qualité, n'attire plus la même clientèle qu'avant, explique Omar Kosso, en Saline. On n'a pas de bons clients.
On a quelques coxers, ils viennent, ils payent à n'importe quel prix, quoi. Il n'y a pas de prix fixe. Chaque année, le chef fixe le prix, mais les villageois ne respectent pas. Maintenant, le gros là même, ça ne dépasse pas 500 francs. Voilà les boules. Si quelques caravanes de chameaux font toujours escale à Bilma, la sédentarisation des Touaregs a lourdement impacté le commerce séculaire du sel. Abari Chegou est l'autorité traditionnelle. Il explique qu'il est plus rentable d'acheter son sel à Agadez, le centre économique de la région, que d'effectuer un trajet périlleux jusqu'à l'Oasis. Même fois, je leur ai posé la question, pourquoi vous ne venez pas? Ils disent non, c'est pas rentable. Vaut mieux acheter le pain de sel à 2000 francs à Agadez que de venir ici prendre à 600 à 700, remonter, donc ils n'ont pas de bénéfice. Les trafiquants profitent de la porosité des frontières de la région pour s'infiltrer dans les convois qui transportent du sel. Sur la route, les chauffeurs livrés à eux-mêmes sont régulièrement attaqués. Nous pouvons rouler 3 jours, mais sur la route, il y a énormément de bandits. Ils arrêtent nos camions, ils prennent nos téléphones et notre argent, et ensuite ils nous laissent passer. À Bilma, où environ la moitié de la population travaille encore dans les mines, les autorités comptent sur l'avènement d'une coopérative soudée afin de désenclaver les communes productrices de sel et soutenir une économie régionale troublée. Les forces de sécurité et de défense du Mali ont voté tôt ce dimanche juin lors du vote anticipé avant le référendum sur la nouvelle constitution. La junte militaire malienne avait annoncé en mai dernier un référendum sur une nouvelle constitution qui se tiendra le 18 juin pour le reste de la population. Vraiment, je suis très heureux d'être les premiers votants à ma qualité de commandant régiment. Et je suis vraiment très fier d'avoir accompli mon devoir de civisme et j'exhorte tous mes éléments à venir voter. Approuvez-vous le projet de constitution? Telle est la question à laquelle devaient répondre les membres des forces de sécurité et devra répondre le reste de la population en choisissant entre les bulletins blancs pour le oui et les rouges pour le non. Démarrage des opérations, tout est normal, tout est en place, tout le matériel est en place. Les éléments sont là aussi pour le vote. On a commencé à 8h00 et nous continuons jusqu'à 18h. Ce référendum constituera une étape importante vers un retour à un régime civil au Mali. La nouvelle constitution est la première étape majeure des plans invoqués par l'armée pour justifier de continuer à gouverner jusqu'en 2024. L'université Cheikh Anta Diop a été l'un des principaux foyers des troubles qui ont secoué le Sénégal après la condamnation à 2 ans de prison de l'opposant Ousmane Sonko dans une affaire de mœurs le 1er juin dernier. En plus d'avoir fait plus d'une vingtaine de morts, les pertes matérielles sont inestimables dans ce temple du savoir. Des étudiants, jusqu'à la preuve du contraire, sont venus, ils ont jugé nécessaire de brûler les archives de la faculté des lettres et sciences humaines. Et c'est un résultat ignoble et je n'ai même pas le vocabulaire pour en parler. Ces archives touchées par les flammes sont principalement des dossiers scolaires d'étudiants courant de 1957 à 2010. Elles permettent de retracer le passage d'un étudiant et de lui délivrer son diplôme s'il ne l'a pas encore retiré. Des documents du personnel enseignant, chercheurs ou encore administratifs ont aussi été brûlés. Des étudiants de l'école de bibliothécaires de l'ICAD se sont portés volontaires pour tenter de reconstituer ce qui peut l'être. On est à la fois animé par un sentiment de tristesse et de désolation. Voir des archives comme ça brûlées, c'est à la fois l'histoire de l'université qui sera tronquée et singulièrement la faculté des lettres. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de traces seront perdues. Ces destructions remettent en lumière la question de la conservation des archives peu débattue au Sénégal. La direction d'Archives nationales conserve, dans des conditions difficiles, près de 20 km de documents aux feuilles complètement jaunies et usées par le temps sur de hautes étagères dans le centre de Dakar. Les pertes sont immenses, pour le cas notamment des archives. Ce sont des dossiers qui n'ont pas été numérisés. Donc si par malchance le dossier d'étudiant
fait partie des documents brûlés parce qu'il y a des degrés quand le feu consume les archives, parfois certains restent indemnes. Mais pour ce qui est de l'ensemble, j'ai vu les images, c'est déplorable. Le Sénégal ne dispose toujours pas d'un édifice national pour ses archives et accuse un grand retard sur la numérisation de ces documents importants. L'attaque perpétrée vendredi contre un hôtel de Mogadiscio par des Chebabs a fait 6 morts parmi les civils, 3 au sein des forces de l'ordre et 10 blessés. Les terroristes ont tous été neutralisés selon la police somalienne après plus de 6 heures de siège de l'établissement et de tirs nourris entre la police et les assaillants. Abdelkadir Adan et son équipe de secouristes ont participé à l'évacuation des blessés. Ce qui s'est passé la nuit dernière était assez tragique, car il s'est produit dans un cadre inattendu et à un moment inattendu. Le personnel paramédical d'Amin s'était immédiatement précipité sur les lieux et nous avons recueilli 20 personnes blessées, 4 femmes et 16 hommes, ainsi que le corps d'un soldat en treillis. C'est le nombre total de personnes que nous avons pu recueillir sur les lieux. Avec cette nouvelle attaque dans ce quartier de Mogadiscio, les Chebabs, selon plusieurs analystes, veulent ralentir l'offensive du gouvernement lancée en septembre 2022. Le président Hassan Sheikh Mahamoud leur avait déclaré une guerre totale, mais les terroristes continuent d'endeuiller la Somalie. Les habitants de Khartoum ont été, selon des témoins, réveillés ce dimanche par des tirs d'artillerie après l'expiration d'une trêve de 24 heures négociée par des médiateurs saoudiens qui avait commencé samedi matin. Cette nouvelle trêve, globalement respectée selon les témoins, avait permis aux habitants de la capitale soudanaise de profiter d'un répit pour se ravitailler ou fuir la capitale en proie depuis bientôt 2 mois à un conflit armé qui a conduit à une grave crise humanitaire. Le conflit a éclaté le 15 avril dernier entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Dans la foulée, l'Égypte a annoncé samedi de nouvelles procédures visant à établir un cadre réglementaire pour l'entrée des Soudanais. Le pays a déjà accueilli plus de 200 000 citoyens depuis le début de la crise. Selon le Caire, ces mesures ne visent pas à empêcher ou limiter le nombre de Soudanais entrant sur son territoire, mais plutôt à mettre fin aux activités illégales d'individus et de groupes du côté soudanais de la frontière qui falsifient des visas d'entrée à des fins lucratives. La présidente de la Commission européenne, la chef du gouvernement italien et le premier ministre néerlandais arrivés dimanche pour une visite en Tunisie ont rencontré le président Kais Saied, dont le pays est invité à participer à la lutte contre l'immigration clandestine. Et cette visite intervient après les propos du chef de l'État tunisien dans lesquels ce dernier s'agaçait de se voir attribuer le rôle de gardien des frontières de l'Europe. Nous avons tous deux intérêt à briser le business cynique des passeurs et des trafiquants, a dit Ursula von der Leyen. Il est horrible de voir comment ils risquent délibérément des vies humaines pour faire du profit. Nous allons donc travailler ensemble sur un partenariat opérationnel de lutte contre la contrebande et nous soutiendrons la Tunisie dans la protection de ses frontières. Cette année, l'Union européenne fournira 100 millions d'euros à la Tunisie pour la gestion des frontières, mais aussi pour la recherche, le sauvetage, la lutte contre le trafic et le retour des migrants. L'objectif est d'avoir une approche holistique de la politique migratoire ancrée dans le respect des droits de l'homme. Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux qui suit les questions migratoires a dénoncé dans un communiqué la visite européenne comme un chantage et un marchandage pour donner de l'argent à la Tunisie en échange d'une surveillance renforcée de ses frontières.
Des éléments de preuve préliminaires recueillis par le Bureau des services de contrôle interne de l'ONU ont révélé que 11 membres de l'unité tanzanienne déployée dans une base temporaire de la MINUSCA à l'ouest de la République centrafricaine sont impliqués dans l'exploitation et les abus sexuels de 4 personnes sans préciser la date des faits. Selon l'ONU, les victimes ont reçu des soins. Les victimes identifiées reçoivent des soins et un soutien de la part des partenaires humanitaires de la mission. La mission a également déployé une équipe pour poursuivre le dialogue avec la communauté. Les autorités tanzaniennes ont été formellement notifiées et ont déployé des enquêteurs nationaux en République centrafricaine. Quant aux soldats poursuivis pour ces actes d'abus sexuels, ils seront rapatriés de même que le reste du contingent tanzanien, en tout 60 personnes. L'unité a été transférée dans une autre base pendant que l'enquête se poursuit. Et les membres de cette unité sont confinés dans leur caserne, ceci afin de protéger les victimes et bien sûr l'intégrité de l'enquête. L'unité sera rapatriée dès que sa présence ne sera plus requise sur place par les enquêteurs. Les accusations d'exploitation et d'abus sexuels perpétrés par des casques bleus dans le monde constituent un fléau récurrent, en particulier en Centrafrique, contre lequel l'ONU essaie de lutter depuis des années sans grand succès. Le pape François va bien tenter de rassurer le chirurgien Sergio Alfieri qui l'a opéré de l'abdomen. Il lui a cependant interdit de célébrer publiquement la prière de l'Angélus ce dimanche. Pour le médecin, une convalescence plus longue est nécessaire pour permettre une meilleure cicatrisation possible des muscles. En attendant, des fidèles catholiques ont choisi de prier pour le rétablissement rapide du pape. Nous prions pour le pape, pour sa santé. Et nous prions Dieu pour que l'Esprit Saint le guérisse rapidement. Nous prions pour lui parce qu'il est notre chef. En tant qu'être humain, nous avons tous des problèmes de santé. C'est pourquoi nous prions pour lui. À 86 ans, le pape François est contraint d'alléger son agenda en raison de ses problèmes de santé. Ses audiences ont été annulées jusqu'au 18 juin prochain. Il reste pour le moment au 10e étage du Gemelli, connu comme l'hôpital des papes, dans la même chambre que celle utilisée à de nombreuses reprises par le pape Jean-Paul II.